développement économique de la métropole marseillaise, depuis 10 ans, connaît un accroissement de 6 000 emplois par an. Et une partie de ce développement en termes de création d'emplois provient effectivement de la filière des centres de relations clients. Par rapport aux grandes métropoles, nous on a l'avantage d'avoir un bassin d'emploi, d'avoir des acteurs très structurants. Il y a une fédération régionale de la relation client, ça c'est important, qui regroupe les acteurs privés. Il y a un gros travail qui est fait par la Maison de l'Emploi qui regroupe aussi un certain nombre d'acteurs sur des problématiques. On parlait de recrutement, de formation. Il y a une vraie lisibilité, c'est-à-dire que les entreprises, elles perçoivent que pour nous, c'est une filière industrielle. Et il y a une particularité sur Marseille, je crois, qui est fondamentale, moi qui ai travaillé pour 27 villes en France, c'est qu'en réalité, les collaborateurs s'approprient très rapidement l'entreprise. Et on l'a vu notamment lorsque le premier service client s'est installé sur Marseille, AOL, eh bien ils ont adhéré à cette stratégie, à cette politique. AOL a été le premier, AOL c'était 600 personnes, puis c'était AOL que tout le monde connaissait, la grosse success story américaine. Donc on a nous essayé, le côté Euro-Méditerranée, d'adapter l'immobilier, c'est-à-dire des grands plateaux, parce que c'est plus facile, on peut mettre plus de gens dessus dans des bonnes conditions. Et puis on a prospecté les secteurs qui étaient assez fortement fournisseurs de centres de relations clients, la banque, l'assurance, la téléphonie. Donc il y a eu, je pense, cette conjonction des deux, une vraie politique, et la première success story qui a tout déclenché. Le résultat de l'implantation de ces entreprises est éloquent, puisque effectivement ce sont les services clients qui sont sur Marseille qui ont la palme dans le plus faible taux d'absentéisme, le plus faible taux de turnover et surtout la productivité la meilleure. Par exemple, Expedia et Monster, on a gagné face à Barcelone. Donc si on gagne sur des villes comme ça, ce qu'ils seront venus vérifier qu'il y a un certain nombre de points et notamment effectivement une capacité à trouver les bonnes conditions pour travailler, une vraie fidélité du personnel qui est largement supérieure à la plupart des grandes métropoles françaises, voire européennes. Il faut savoir que le coût d'une visite face à face, c'est 10 fois le coût d'une visite téléphonique. Et l'objectif, c'était visiter plus souvent mes clients, leur faire plus de propositions, les garder plus longtemps pour un coût 10 fois inférieur. Le téléphone a été la réponse à ces interrogations. Avant, il y avait une réelle notion de chiffre. Le chiffre était un but. Maintenant, c'est plus du tout ça, c'est plus un moyen qu'autre chose. Le but réel, c'est la satisfaction client. La deuxième chose qui a beaucoup évolué, c'est qu'on a des téléacteurs maintenant qui sont de plus en plus âgés et les salariés sont plus pérennes. On n'est plus sur du job d'appoint, on est vraiment sur un métier. Pour citer ce qui me paraît le plus positif aujourd'hui, c'est l'initiative du label social, qui est d'autant plus positive qu'un grand syndicat de salariés qui s'appelle la CFDT s'est invité dans ce label en disant vous avez mis le mot social, il ne faut pas qu'il y ait seulement des entreprises et une association d'intérêt comme la FRC, il faut qu'il y ait des représentants des salariés pour que le mot social puisse mériter ses galons. Cet organisme externe nous a attribué le label responsabilité sociale qui récompense nos pratiques en matière de recrutement, en matière de formation, en matière d'évolution professionnelle et aussi en matière de dialogue social. Le label social est un exemple très objectif de la volonté qu'a la profession de redorer son image et aussi, mine de rien, de se remettre en question. On ne redorera pas l'image du métier sans les salariés. Il y a divers métiers et différents métiers qui sont la téléprospection, le conseil, la télévente et surtout les chargés de clientèle. Tous ces métiers sont différents. En fait, télévente, c'est vraiment des démarches commerciales. Être téléacteur, téléconseiller, c'est plus tout ce qui est relation client et pas forcément avoir un but commercial pur et dur derrière. Donc le téléconseiller, lui, doit s'adapter et être capable de recevoir un client, l'identifier, comprendre sa demande, apporter une solution, valider que cette solution, c'est la bonne, et ensuite je prends congé. Et c'est lui qui pilote. C'est une personne qui a un rôle de suivi de son équipe, de coach. Il est là pas pour fouetter les gens à aller vite, c'est pas son rôle. Je vais les aider au ponctuel, que ce soit pour la résolution vraiment d'un appel, on reçoit l'appel, une question se pose, on n'a pas la réponse, on cherche ensemble. Et bien sûr sur un objectif global, donc que ce soit sur le mois ou même à l'année. Mon rôle aujourd'hui dans la société est simplement de manager une équipe d'environ 20 personnes, de les intégrer dans l'équipe, suivant l'opération qui m'est confiée. Mon rôle également est de dynamiser l'équipe, les animer et surtout de les faire monter en compétences par rapport à ce qu'on leur demande. Le
responsable du projet étant de récupérer les informations de la partie commerciale, de mettre au point opérationnellement le projet, donc paramétrage informatique du questionnaire, paramétrage du fichier, et puis ensuite de transmettre le projet auprès du superviseur, donc sur le plateau téléphonique. Et ensuite, nous faisons le briefing de l'équipe pour pouvoir passer les questionnaires sur le terrain. Ma fonction, c'est de superviser l'ensemble des missions et des tâches au niveau de tous nos techniciens. En marge de ça, il y a toute la phase recrutement, les formations qui sont adaptées et toutes les tâches afférentes à un responsable de plateau, c'est-à-dire l'analyse et la gestion du résultat, aussi bien économique que qualitatif. Je suis vraiment l'interlocuteur, le point d'entrée des clients. C'est par moi que toutes les demandes clients passent et c'est pas à travers moi qu'ils sont redispatchés au terrain, c'est-à-dire au chef de plateau et ensuite au superviseur. Pôle emploi dénombre plus de 1500 offres par an et en face, vous avez entre 200 à 300 candidats. Les entreprises se sont confrontées à des difficultés de recrutement énormes. Bien évidemment, à ce moment-là, Pôle emploi, puis un peu plus tard, la Maison de l'emploi avec la fédération, on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire pour fournir à cette demande extrêmement importante. Donc l'objectif a été de dire, travaillons en commun pour avoir un cahier des charges partagé sur la présentation des emplois, leur contenu, etc. C'est une filière qui permet d'intégrer des personnes qui n'ont pas forcément un diplôme de téléacteur. Ça n'existe pas. Nous amenons plutôt des personnes qui ont une expérience dans les métiers de l'accueil ou de l'assistance commerciale et on utilise les compétences que ces personnes ont développées pour les transférer vers les métiers de téléacteur ou de télémarketeur. J'ai fait un BEP dans la mécanique informatisée. C'est quelque chose qui ne m'a pas plu. Donc ensuite, j'ai préféré partir sur quelque chose de nouveau. Et donc j'ai vu cette offre sur la NPE. J'ai tenté, puis ça m'a plutôt bien réussi puisque j'en suis très satisfait. Il n'y a pas vraiment quelqu'un ne peut le faire, quelqu'un ne peut pas le faire. Même moi, à la base, j'avais beaucoup du mal à aller vers les gens, très timide, vraiment même derrière le téléphone. Même si on ne voit pas la personne, il y a une certaine pression. Et petit à petit, on arrive à se libérer, on découvre une face de soi qui nous aide dans la vie de tous les jours. Si vous voulez, on est là quand même pour réinsérer les gens durablement dans l'emploi. On est là aussi pour éviter, en tout cas pour que s'arrête un parcours avec des échecs. Et les structures ne sont pas forcément certaines que des jeunes éloignés de l'emploi ou avec des difficultés ou issus de quartiers défavorisés vont être capables de tenir ce genre de poste. Et là, les surprises sont parfois vraiment impressionnantes. Enfin, pour être honnête, c'est la première fois que je reste aussi longtemps dans un métier déjà. Ça fait que 7 mois, c'est sûr, je suis jeune, mais c'est le premier travail sur lequel j'accroche. Les métiers de la relation client et les centres d'appel recrutent toute l'année. Il faut le savoir. Il ne s'agit pas de détecter le bon téléacteur. Il s'agit de partir du principe que toutes les personnes ont potentiellement du pétrole à l'intérieur. La question, c'est pas est-ce qu'ils ont du pétrole, la question, c'est est-ce que je vais le trouver. On voit souvent des candidats, lorsqu'on leur demande « vous savez téléphoner ?» Oui, je sais téléphoner parce qu'on sait tous utiliser un téléphone. Non, ils ne savent pas téléphoner comme on téléphone dans un centre d'appel. C'est au téléphone soit, mais c'est pas un métier de standardiste. Voilà. On est des commerciaux. Donc il faut quand même une tolérance à la frustration, c'est pas évident. Il y a toujours un morceau d'agressivité au moment du contact et c'est être capable de transformer cette agressivité en service rendu, en solution ou en proposition de solution. C'est clair que c'est difficile, mais avec le temps, on prend goût quoi. Parce que tous les appels sont différents en fait. C'est pas tout le temps les mêmes histoires, on va dire. C'est un métier où je peux intégrer facilement l'entreprise car je n'ai pas un contact direct avec le client. Bien sûr, c'est une pensée à moi que pendant 3 ans, j'ai eu du mal peut-être par rapport à ma taille. Donc en plus, ici, on est dans une société qu'on ne regarde pas la personne, on regarde surtout les qualités et le travail. Donc moi, ça me permet de m'épanouir dans ce travail-là. Quelqu'un qui a envie au téléphone, qui a une voix entraînante, etc., il n'y a pas de barrage de physique. J'ai presque envie de dire, il n'y aura pas de délit de sale gueule au niveau du recrutement. On reste un des rares métiers où aujourd'hui se côtoie dans un même plateau un senior qui est en fin de carrière et qui a envie d'occuper son temps libre, une jeune personne de 19 ans non diplômée qui a envie de se lancer dans la vie active, un BTS qui a envie de vivre sa première expérience et une maman qui a envie de privilégier sa vie de famille. Et c'est ce brassage qui fait la richesse des plateaux.
Il y a un programme de formation qui se met en place et qui commence évidemment par le b.a.-ba des règles du télémarketing. Qui permet aux téléacteurs de ne plus avoir les mots noirs, ce qu'on appelle les hoquets, etc. Comment s'annoncer, comment rebondir, comment gérer les blancs. Enfin, moi, vu que c'est mon premier métier, j'avais des appréhensions. Mais après, suite à la formation, c'était plus agréable, plus intéressant quand même. Donc il y a une partie théorique, il y a une partie en accompagnement. D'abord, j'ai commencé une formation collective à l'AFPA sur le métier de téléconseiller tout simple, quoi. Après, il est venu des personnes d'EDF qui nous ont fait une formation sur le métier à EDF, quoi. À la base, on est resté une semaine avec plusieurs téléconseillers en double écoute pour voir un peu comment ça se passe, un peu le métier et tout. Au début, la vérité, je ne comprenais rien. Maintenant, ça va, je suis à l'aise. Pour avoir un téléconseiller d'un bon niveau, il faut compter entre 3 et 4 semaines de formation, mais qui ne seront pas d'affilée, quoi, parce qu'on varie entre le théorique et le pratique, l'accompagnement, le coaching. Il y aura toujours une formation sur la relation humaine et une formation produit. Et là où c'est intéressant pour quelqu'un qui veut évoluer dans la filière, c'est que cette formation sur la relation téléphonique, la relation humaine, celle-ci est transposable d'un centre d'appel sur l'autre. Le chemin le plus basique qui soit dans les métiers de la relation client, c'est de commencer soit en tant que téléconseiller ou téléprospecteur, ensuite passer le tremplin qui est soutien technique, c'est-à-dire entre téléconseiller et superviseur, on commence à être formé aux techniques de management qu'on n'a pas forcément en nous, et ensuite on passe au niveau superviseur. Et si on atteint justement le stade d'agent de maîtrise, on passe manager et on manage une opération, c'est-à-dire qu'un client, on nous confie et le prochain poste qu'il y a derrière, c'est chef de projet. Mon but, c'est d'évoluer. Après, donc, je sais que je dois passer par plusieurs étapes, hein, puisque pour évoluer ici, il faut connaître toutes les opérations. Après, il faut se faire démarquer, bien sûr, pas avoir d'absence, pas de retard déjà. Ensuite, ouais, j'aimerais être soutien technique. C'est moi qui m'occuperai des téléconseillers comme moi, donc afin de les aider dans le discours. Je m'en sens capable. Après, ça ne dépend pas que de moi. J'ai d'abord commencé des petits postes à mi-temps en tant que téléacteur, donc dans différentes autres structures. Et puis après, donc, je suis arrivée à Carniel en tant que téléconseiller également, jusqu'au jour où on m'a proposé justement de passer superviseur afin de pouvoir partager mes expériences et mon savoir-faire avec les différentes équipes de téléconseillers. Pratiquement tous les chefs de centre sont des anciens téléconseillers ou anciens chefs de plateau. Donc il y a cette promotion interne est réelle. Aujourd'hui, il y a quand même très peu de métiers qui offrent autant de tremplins. Quand on a été téléconseiller pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on sait forcément travailler en équipe, on sait prendre des rendez-vous, on sait utiliser le téléphone, on sait vendre. Et ce sont des atouts aujourd'hui qui se payent très cher. Dans certaines banques, quand on est un bon téléconseiller, on peut finir chef d'agence. Nous avons le cas d'une personne, une jeune femme qui a été superviseur chez nous et qui aujourd'hui est responsable commercial d'une entreprise marseillaise. Darty est une entreprise qui propose différents métiers qui peuvent être transverses. Donc avec une compétence technique, on peut aussi évoluer vers la vente avec des niveaux différents et pouvoir projeter, je dirais, quelque chose de différent dans sa carrière professionnelle chez Darty. Donc les atouts de la filière, c'est de proposer un travail qui peut demain devenir un tremplin, des CDI, des conditions de travail assez exceptionnelles. Il n'y a pas beaucoup de filières aujourd'hui qui peuvent proposer autant d'atouts.